D'accord. Bon, alors on va démarrer comme d'habitude, déjà en remerciant toutes les personnes qui sont présentes hein, et de s'être inscrits à ce webinaire, d'avoir répondu. Alors, ce second webinaire hein, sur l'utilisation de l'HTCMA en visioconférence, il y en a déjà eu un il y a quelques temps, où pareil, qui avait rencontré, il y avait déjà eu un beau succès, il y avait déjà pas mal de monde, et je vois même qu'il y a des personnes, certaines, hein, pas tous, mais certaines qui sont revenues pour faire une piqûre de rappel. Donc évidemment, vous le connaissez tous, mais je vais quand même le présenter. On est aussi ravis de nouveau d'avoir Eric qui va nous faire cette présentation. Je dis quelques mots concernant Eric, hein, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, qui est directeur de l'Institut, et puis bien sûr qui est concepteur et développeur de l'HTSMA. Donc le webinaire va se dérouler en deux temps, comme prévu. D'abord, il va y avoir une présentation théorique et pratique de l'utilisation de l'HTSMA en visioconférence. Et à cette occasion, on peut déjà remercier Chantal qui a accepté de participer à une démonstration tout à l'heure. Bien sûr, à mi-parcours, on fera une pause et puis ensuite, on reprendra le webinaire sur quelques points, aspects cliniques, hein, développer quelques aspects cliniques. Et puis ensuite, on laissera place aux questions. Alors surtout, n'hésitez pas dès le départ, en cours de route, à poser vos questions à Eric. Alors via le chat, hein, je vous le rappelle, en cliquant sur la petite icône converser qui est en bas de votre écran. Mais bien sûr, hein, tout au long du webinaire, vous pouvez aussi alimenter la conversation en postant des commentaires. On verra techniquement comment on peut faire tout à l'heure pour peut-être basculer sur un mode réunion, ce qui nous permettra de nous voir tous, puisque finalement, nous sommes en un peu plus petit comité que prévu. Et puis, ça permettra à la fois de se voir et puis aussi que chacun puisse activer à sa guise son micro et pouvoir aussi dans une seconde partie. À la fois, il y aura des réponses aux questions et puis des partages d'expériences parce que c'est aussi ça l'objectif. Voilà, maintenant je laisse la place à Eric et puis je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous allons donc, comme l'a dit Stéphane, dérouler cette matinée du thème quand l'écran devient le miroir de la relation, hein, ou comment pratiquer l'HTSMA en visioconférence. Donc, l'idée, c'est de vous faire partager toute mon expérience et notre expérience de l'utilisation. Alors, quand je parle de l'HTSMA, comme vous allez le voir, une des sources de l'HTSMA étant l'utilisation des phénomènes hypnotiques, vous allez observer que la question de l'utilisation des phénomènes hypnotiques va être au premier plan dans l'utilisation de l'écran. Donc, avant de démarrer de manière un peu formelle, évidemment, pour faire de la thérapie en visioconférence, comme on va le voir, et comme on en parlera après, il y aura nécessité d'adapter évidemment le contexte et l'outil. Mais avant, je vais redire quelques mots sur ce sujet. Évidemment, ça pose la question du choix de la plateforme que vous allez utiliser. Et ce qui est important, c'est que vous choisissiez une plateforme qui vous convienne et où le lien va être facile pour le patient ou la patiente à utiliser. Car évidemment, si nous-mêmes, nous avons à nous adapter à l'utilisation de l'outil et de la technique, il en est de même pour nos patients. La grande idée, vous allez voir, ça va être de comment amener la technique et l'outil à être au service de la relation et pas l'inverse.
Donc, la question de la plateforme, hein, donc ça peut être par l'ordi. Ce que je vous conseille, comme j'en fais de manière conséquente, c'est je me suis installé avec une caméra extérieure, donc j'ai une caméra autonome, et, euh, et un écran suffisamment grand, parce que le tout petit écran de l'ordinateur portable, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Voilà. Certains jeunes passent, je vous le dis comme ça, hein, par le téléphone, c'était le WhatsApp, d'autres font, c'est-à-dire n'acceptent que l'entretien audio. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que depuis la dernière visioconférence, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'un certain nombre de patients et de patientes, euh, la difficulté qu'ils vont avoir à accepter la, la thérapie en visioconférence est liée au fait que l'écran va leur envoyer leur propre image. Et donc, ils vont se voir, et ils vont se voir dans leur expression, ils vont se voir dans leur émotion. Et donc, c'est important d'aborder cette question-là, car c'est cette peur de se voir devant l'écran, hein, peur d'utiliser la technique d'un côté, peur de se voir devant l'écran, sont des éléments qui peuvent venir faire obstacle. Et en même temps, qui peuvent être des sources un point de départ pour le travail thérapeutique. Bon, je vous rappelle, puisque aujourd'hui c'est très central, hein, qu'il faut faire attention aux règles de confidentialité, de sécurité, bien avertir la personne, hein, si vous faites un enregistrement, car évidemment elle a son droit de refus et son droit à l'image. Hein. Et puis, pour échanger sur la question des moyens de paiement et de règlement au moment des échanges et des questions. Voilà, donc pour commencer, avant de rentrer dans le déroulé plus formel, comme pour le premier webinaire, j'ai proposé à quelqu'un, donc ça va être Chantal, et je te remercie Chantal, de jouer le rôle d'une patiente, ce qui va permettre d'avoir une mise en situation à partir de laquelle ensuite on reprendra sur le plan les déroulés théoriques et pratiques et les questions. Donc, si tu es prête, Chantal, pour commencer, on va s'ajuster devant l'écran et avec le micro, avec la caméra. Voilà. Alors, l'important, c'est que je vais te demander juste de te reculer un tout petit peu pour que je puisse voir au moins. Voilà, c'est très bien. La première étape, c'est que je vais te demander, on va faire comme si tu étais une patiente, donc je vais te proposer de visualiser une patiente et comme d'utiliser la technique qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire quand tu vas être prête à rentrer dans la peau de ta patiente, je vais te proposer de t'imaginer que c'est comme si tu mets le masque de son visage, tu visualises ton visage dans tes mains, et que tu vas monter le masque à ton visage en comptant jusqu'à 10. Attends, Chantal, excusez-moi. Avant, est-ce que tu peux nous donner un prénom et un âge? Avant? Oui. C'est un patient qui s'appelle Dominique et qui a 60 ans. Alors, Dominique, 60 ans. On y va. Donc, je cale pour être au milieu de la caméra, pouvoir avoir l'accès à la caméra
et en même temps d'avoir l'accès à Dominique de manière légèrement décentrée. Voilà. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une expérience en visioconférence ou est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bah, c'est la première fois. D'habitude, on se voit dans le bureau. Ben oui, d'accord. Et, et, et vous êtes chez vous là? Oui, je Vous suis êtes... chez moi. Je suis chez moi. Je me suis trouvé une pièce calme. De toute façon, je vis tout seul, donc c'est pas D'accord, compliqué. ok. Et dans cette pièce calme, vous êtes comment là maintenant? Ça va, un petit peu, petite appréhension de comment ça va se passer. D'accord, très bien. Donc Dominique, vous êtes dans une pièce calme et je suis aussi dans une pièce et on est tous les deux chacun dans notre pièce, là où d'habitude on est ensemble dans une même pièce. Voilà. Et donc, si vous êtes d'accord, la première des choses que nous allons faire, c'est de nous imaginer que à travers l'écran, c'est comme si nous sommes ensemble dans la même pièce. C'est acceptable pour vous? Oui, d'accord. D'accord. Et est-ce que c'est acceptable pour vous qu'on puisse faire un petit quelque chose d'un peu curieux pour se confirmer qu'on est bien ensemble dans la même pièce? Ouais. Voilà. Donc, je vais vous demander de mettre votre main devant la caméra. Voilà. Et je vais demander d'avancer votre main avec la mienne et comme si nos doigts, voilà, vont venir se toucher. OK. Voilà. Et quand c'est OK, pour vous, quand c'est bien, voilà, on va pouvoir. Très bien. Alors, Dominique, nous allons avoir là maintenant 35 minutes devant nous. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe là sur cette première séance de thérapie par la visioconférence? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe pour que vous puissiez dire à la fin de la séance que cette séance vous aura été utile? En fait, j'aimerais pouvoir enfin passer à l'action parce que ça fait plus d'un an qu'on se voit là et j'ai l'impression de stagner, de plus avoir de motivation. Je me dis que peut-être le fait d'être en vidéo, ça va décaler quelque chose et puis je vais peut-être arriver à passer à l'action et puis à régler mon problème. Est-ce que vous me permettez de vous dire quelque chose lorsque vous dites je vais peut-être commencer par passer à l'action et régler mon problème? Est-ce que vous me permettez de vous poser d'abord une question qui me semble vraiment importante? Comment vous vivez le confinement là maintenant? En fait, j'ai plus de travail que d'habitude parce que je suis responsable des prisons du département. Et d'habitude, je travaille dans un bureau. Et là, je suis appelée un peu partout. Il y a eu des mutineries. Et, et du coup, je suis sur le terrain, Vous êtes sur le terrain physiquement ou vous êtes sur le terrain via l'écran? physiquement. Ok. Alors que Et d'habitude, je suis dans mon bureau et je vois personne. ok, comment vous vivez d'être sur le terrain physiquement là où d'habitude vous êtes dans votre bureau et vous ne voyez personne? Ben, ça va. Ça va. Je trouve que je m'en sors bien. Et lorsque vous dites ça va, je trouve que je m'en sors bien, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie je trouve que ça m'en sort bien? Mais parce que d'habitude, j'ai cette espèce de, ouais, j'en ai souvent parlé, cette espèce de
passivité, je procrastine, je remets toujours à plus tard, j'ai du mal à… Voilà, je suis dans une routine. Alors que là, ben, j'ai pas le temps de m'installer dans une routine parce que c'est nouveau, parce qu'il se passe plein de choses. Et Et dites-moi, Dominique, c'est quoi la différence pour vous quand vous dites d'habitude je suis dans une routine, je procrastine, et là, j'ai pas le temps, il y a plein de boulot. Mais c'est quoi qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui provoque cette différence entre d'un côté, ben, je sais pas. Je sais pas, ben, je m'adapte, quoi. Je réfléchis pas, quoi. d'accord, Dominique, lorsque vous dites je sais pas, je m'adapte, je réfléchis pas, vous vous adaptez à quoi? Un changement de rythme. En fait, c'est comme si on me poussait en dehors de mon confort. Ah, et lorsque nous dites un changement de rythme, et c'est comme si on me poussait en dehors de mon confort, mais ce on, c'est qui? Ben là, c'est ma hiérarchie parce que on me dit d'aller là, voilà, m'a mis sur des fonctions, des postes où je suis pas d'habitude. Ma hiérarchie. Et Dominique, lorsque vous dites c'est ma hiérarchie, et qu'on me dit d'aller sur des postes là où je ne vais pas d'habitude, lorsque votre hiérarchie vous dit d'aller sur ces postes, Ouais, ben en fait, c'est moi qui décide, hein. ah, C'est moi qui. C'est toujours moi qui décide, en fait. Je me débrouille toujours pour faire ce que j'ai envie de faire. en d'autres termes, vous êtes en train de nous dire ma hiérarchie me dit d'aller sur ces postes, et en même temps, mais en fait, c'est moi qui décide et je me débrouille toujours pour faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous vous débrouillez toujours pour faire ce que vous avez envie de faire, qu'aujourd'hui, vous faites ce que hier, vous n'arriviez pas à faire? Puisque vous nous dites Ah, c'est que, vrai, vous avez raison, c'est quand même étonnant. Je n'avais pas réalisé. ben oui, c'est étonnant, hein, Dominique? Oui. Et oui, parce qu'en fait, ça me montre que je suis capable d'agir. Est-ce que ça nous montre, quand vous dites ça me montre que je suis capable d'agir, est-ce que ça montre que vous êtes capable d'agir? Ou est-ce que ça montre que les circonstances, dès lors qu'elles diffèrent, vous amènent d'un côté à agir et de l'autre à agir autrement, en vous abstenant d'agir? Je sais plus. Ouais, mais vous comprenez, de toute façon, agir ou pas agir, je suis toujours aussi gros, hein. C'est ça mon problème, en fait. Je reste toujours gros et moche et quoi que je fasse, ça ne change rien. Ok. En fait, agir ou pas agir, ce que vous me dites, c'est que je reste aussi gros, gros et moche, et quoi que je fasse, ça ne change rien. Ben non, depuis le temps que j'essaye de m'en sortir, Dites-moi, Dominique, quand vous dites aussi gros, alors que vous nous dites que vous avez 60 ans, c'est aussi gros depuis quel âge? oh bah depuis que je suis enfant, hein, parce que ma mère, elle me disait, tu es mon petit gros. Elle m'a toujours dit, tu es mon, mon
En fait, elle me disait, t'es mon gros-père. Tu es mon gros-père. D'accord. Et il me vient une question là. À votre avis, qu'est-ce qui chez vous pouvait amener votre mère à vous dire t'es mon gros-père? Oh, ben parce que j'étais le petit garçon sage par rapport à mon frère, à ma sœur, j'étais toujours, j'obéissais toujours, j'étais jamais, je me révoltais jamais. Je t'aime. Lorsque vous me dites j'étais toujours le petit garçon sage, Dominique, par rapport à mes frères et sœurs, je ne me révoltais jamais. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le lien entre sage et gros? Bah, j'avais pas de problème, quoi. J'étais, tant que je restais comme elle voulait que je sois, j'avais pas de problème. J'étais tranquille. Ok. Quand vous me dites tant que j'étais comme elle voulait que je sois, j'avais pas de problème, j'étais tranquille. Mais tranquille comme quoi? Comme un gros sage ou un sage gros? Ben, comme un gros sage. Le fait d'être gros, le fait d'être sage, non, je sais pas. Gros et sage. Mais voilà. Gros et sage ou sage et gros? Je ne sais pas. Gros et sage ou sage et gros? Sage peut-être alors. Et gros. Et Dominique, si je fais appel à ce sage et gros, que je l'emmène là, du petit garçon à aujourd'hui, dans la peau du directeur de gardien de prison, du directeur de prison, excusez-moi. Comment ça se passe? C'est quoi l'attente des autorités, de vos responsables? Comment ça se passe avec ce sage et gros? Ben, on me laisse tranquille. On me laisse faire ce que je veux. Je fais mon boulot à mon rythme. J'ai pas de problème avec ma hiérarchie. Lorsque Dominique, vous nous dites je n'ai pas de problème avec ma hiérarchie, si votre hiérarchie elle est présente là devant vous, là, la perception qu'elle pourrait avoir de vous, si vous prenez là la hiérarchie, imaginons quelle forme elle prend, quelle est la première personne qui vient. Première personne qui pour vous illustre votre hiérarchie. C'est difficile, je sais pas, là je vois un responsable en costume. D'accord? Ouais. Quelqu'un du ministère de la Justice, je sais pas. Oui, très bien. Et là, son regard se porte sur vous. Et qu'est-ce qu'il voit de vous? Il voit un gros-père qui travaille dans son bureau. Un gros-père qui travaille dans son bureau. Un gros-père qui travaille dans son bureau.
et qu'il pourrait qualifier de sage ou qu'il pourrait qualifier autrement? Ouais, qui fait pas de vagues, qui fait son boulot, qui pose pas de problème. Ouais, il est sage, ouais. Enfin, il est pas sage dans le sens de sagesse, sage dans le sens de De bien dans sa case, quoi. bien dans sa case. Dominique, est-ce que vous me permettez de vous dire le mot qui m'est venu là maintenant et de le mettre entre nous? Ce mot-là, je vais le mettre et dans l'espace entre nous, comme s'il y a un espace là, entre nous. Vous voyez, comme. Et ce mot, c'est. Je le prends là, je le mets au milieu. Ce mot, c'est obéissant. Et quand ce mot-là, obéissant, est là présent devant vous, devant vos yeux, comment ça réagit dans votre corps là maintenant? Eh ben, ça se fige. J'ai mal à respirer. Ok. Est-ce que je peux demander à votre attention de se porter là sur votre respiration là maintenant? Et je vais demander à vos yeux de suivre le mouvement de mes doigts à travers la caméra, comme s'ils sont devant vos yeux. Comment ça réagit dans votre corps là maintenant? Ça recircule plus, mais les mains froides. Ok. J'ai demandé à votre attention de se porter sur vos mains froides et de suivre avec vos yeux le mouvement de mes doigts. Qu'est-ce qui vient là maintenant? Bien. Je vais demander à votre attention de continuer à se porter sur votre respiration. Et à vos yeux de pousser sur mes doigts à travers la caméra. Voilà, c'est bien. Dominique, il y a quelque chose qui vient chez moi en même temps là. Et est-ce que c'est acceptable pour vous que comme précédemment, je puisse le mettre entre nous? Oui. Colère. Qu'est-ce qu'il y a là? Je ne me mets jamais en colère. Et quand vous entendez dire je ne me mets jamais en colère, comment ça réagit chez vous? Toujours du froid dans les bras, dans les bras, dans les mains. Alors, j'aimerais, Dominique, en lien avec ce froid dans les mains, que vous observiez quelqu'un qui ne se mettrait jamais en colère. Qu'est-ce que vous diriez de cette personne?
Ça n'existe pas? Ah si, Ben, vous m'autorisez à vous dire? oui. Un bon gros bien obéissant. Ben oui. Et c'est moi. Portez votre attention. Est-ce que vous m'autorisez à partager avec vous là maintenant ce qui me vient et que je le mette entre nous? C'est acceptable pour vous? Alors je me dis, je le vois ce bon gros bien obéissant, je me dis, finalement, quel merveilleux gardien du pas de vague, que les choses se déroulent, de l'ordre rétabli, j'allais dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en plus, il arrive à en faire à sa tête comme il veut. Et je me dis, mais peut-être que d'être gros, c'est sa manière de dire je fais ce que je veux. C'est-à-dire que dans cette obéissance, c'est comme s'il donne l'impression que bon, il fait comme il veut, quoi. Et je me dis en plus, ben ouais, mais quand tout est calme, ben, il n'a rien à faire. Mais alors quand c'est le bazar, le désordre, comme la situation actuelle, ah ben là, il peut redevenir le gardien de l'ordre établi. Et là, il agit. Et dans une expérience extraordinaire où d'un côté, ce gros sage ou ce sage gros est bien là, ce sage gros, cet obéissant gros est bien là, et de l'autre, sans que personne ne le voie, il en fait à sa tête. Et en plus, il est capable de créer l'illusion que la colère lui est étrangère. Et quand vous me dites ça, ça me fait mal au ventre. Est-ce que je peux demander votre attention de se porter sur votre ventre? Allez, on y va. J'ai du mal à suivre les doigts. Allez-y, tout doucement, comme ça. Ouais. Très bien. Très bien. Portez votre attention sur votre ventre, Dominique. Comment ça y réagit votre ventre là maintenant? Ah. Très bien. Allez.
Qu'est-ce qui vient là? Ça va mieux. C'est plus détendu. Ok. Je vais vous demander de continuer à ce que votre attention se porte sur votre ventre et nous allons faire quelque chose d'un peu curieux. Je vais vous demander d'imaginer que c'est comme si vous allez entrer dans votre ventre. Voilà. Très bien. Allez avec vos yeux. C'est vos yeux qui poussent sur mes doigts. Je suis dans un bain de graisse. Très bien. Est-ce que ce bain de graisse, il peut prendre forme là maintenant, devant vous, dans lequel vous êtes? Voilà, je vais vous demander d'imaginer qu'il prend forme, ce bain de graisse, là devant vous. Ouais. Je vois Louis de Funès quand il tombe dans la cuve de chewing-gum là, et qui ressort avec tout dégoulinant de verre. Très bien, allez. Louis de Funès dans la cuve de chewing-gum qui ressort tout dégoulinant de verre. On y va. Qu'est-ce qui vient là? Il n'y a plus rien. Et comment ça réagit là? Euh, Encore un petit peu de tension dans le bas du corps et un peu de froid sur les bras. Ok, je demande à une partie de votre attention de se porter sur le bas du corps, là où sont présentes les tensions. Et de l'autre, sur vos bras. J'ai une coupure. Et de l'autre, sur vos bras. Ah oui. Une partie de votre attention sur le bas du corps, là où sont les tensions. Et de l'autre, sur vos bras, là où il y a le froid. Un apaisement. Ok. Et entre les deux, comme vous dites, il y a un apaisement, j'aimerais que vienne la cuve de chewing-gum. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, il faut se lever, quoi. Faut se lever dans la cuve pour en sortir. Parce que tant qu'on reste à barboter dedans, ça colle, ça fait des bulles. Ça. Ok. Elle est là, la cuve de chewing-gum, Dominique. Et je vais demander d'observer la cuve de chewing-gum
Elle va être de plus en plus présente. Et c'est comme si ma main gauche va venir mettre, voilà, cette cuve de chewing-gum de plus en plus présente. Elle s'approche jusqu'à se mettre en contact. C'est comme si elle se met en contact avec votre corps là maintenant. Voilà, elle est là. Et si vos yeux ont besoin de se fermer, ils peuvent se fermer. Ou je vais leur demander de suivre le mouvement de mes doigts. Qu'est-ce qui vient là? C'est comme si j'étais imperméable. En fait, ça glisse sur moi et ça, ça, ça glisse. Ok. Et observez quand la cuve de chewing-gum, le chewing-gum glisse sur vous, et vous dites en retour, je suis imperméable. Observez quand ça glisse sur vous. Comment s'y prend pour que ça glisse sur vous? Le chewing-gum? Oui, on y va. Ça glisse sur ma cuirasse, sur ma. J'ai une cuirasse autour. Comme une. Ouais. Observez à quoi vous savez que vous avez une cuirasse autour, là maintenant. Ben, c'est comme si il y avait un. En fait, ouais, non, c'est pas une cuirasse, c'est plutôt transparent. C'est comme quelque chose qui m'entoure et qui empêche que les choses rentrent en moi, quoi. Enfin, ça permet que tout glisse dessus. C'est Ok, et cette chose qui permet que tout glisse dessus, que ça rentre en... plutôt un. Ouais, ouais. Oui, quelle forme ça, ça? Si c'est là devant vous. C'est comme une. C'est comme une coque en plastique, transparent. Ok. Et si cette coque en plastique transparente, elle est là, présente, à quoi votre corps sait qu'elle est présente là, cette coque en plastique? Bah, du coup, maintenant, elle est à l'extérieur. Je la vois à l'extérieur. Ok. Et comme vous l'observez à l'extérieur, observez comment elle s'y prend, cette coque en plastique, pour avoir autant de pouvoir sur votre corps. Elle me protège. Ok. Comment elle s'y prend? Quand vous dites elle me protège, comment elle s'y prend? Elle est là, la coque en plastique. Comment elle s'y prend? Comment elle agit pour vous protéger? Là maintenant. Ok, portez votre attention sur votre respiration. Qu'est-ce qui vient?
Plus rien. Ok, comment vous êtes là maintenant? Ça va. Ça va. Ok, comme l'heure est en train de tourner, Dominique, de quoi vous auriez besoin pour qu'on puisse clore proprement cette séance? Hmm, je sais pas. Est-ce que c'est acceptable pour vous alors que je vous propose quelque chose d'ici à la prochaine, au prochain rendez-vous? Mhm. J'aimerais, mais vraiment parce que je suis vraiment curieux, j'aimerais que vous observiez comment les événements actuels s'y prennent pour vous mettre en mouvement, pour vous mettre en action. C'est acceptable pour vous? Ouais, je vais partir avec ça. Allez, poussez à gauche sur mes doigts. Bien. Avant qu'on termine, Dominique, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur la manière dont vous venez de vivre cette première expérience de thérapie en visioconférence? Ben, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de différence vraiment de quand on est ensemble, quoi. J'ai ressenti plein de choses et je ne vois pas de différence. Ok. J'ai Est-ce que oublié que c'est j'étais chez moi. Hmm. Est-ce que c'est acceptable alors pour vous, là maintenant, Dominique, de nous quitter, de nous dire au revoir? Allez, tu prends et tu reviens, Chantal. C'est bon. Ça y est? Bon, hein? On respire un coup, on relâche. Voilà. Alors, Chantal, est-ce que tu peux témoigner de ce que tu as observé maintenant comme dans ta position de thérapeute, de ce que tu as observé, quels commentaires tu peux faire pour l'utilité de cette formation? Alors, suivre les doigts sur l'écran, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'en réel. Et ce qui m'a aidé, c'est quand tes mains étaient plutôt en bas de l'écran comme ça et que je pouvais vraiment les suivre. Voilà. Parce que quand c'est trop près, ou quand ça fait quelquefois, ça sort de l'écran et c'est moins facile. Donc ça, j'ai observé. La bulle, je l'ai ressentie assez vite, quoi. Mais sinon vraiment, il y a rien finalement de tellement. Si le regard, alors le regard, c'est vrai que quelquefois on, on a quand même tendance à regarder le visage du thérapeute sur l'écran, en fait. Or, les regards ne se croisent pas, quoi. Voilà. Mais c'est pas gênant, c'est pas gênant. Et tout le reste, il n'y a pas de différence. C'est le regard et les mains, en fait. Bon, c'est OK? Très bien, merci. Bon, après, au moment des échanges, il y aura peut-être d'autres questions qui viendront. Stéphane? Oui, alors Eric, merci déjà à tous les deux.
Et puis, donc dans le temps qu'on a là, tout à l'heure, on va faire une petite pause vers 10h30, Oui. comme prévu. Eric, tu veux maintenant passer à quelques commentaires, reprendre des points, à la fois de cadre et puis d'aspect technique aussi. Oui. Donc, je vais vous proposer, je ne sais pas si je vais partager le PowerPoint. Stéphane, est-ce qu'il est partagé le PowerPoint là? Alors normalement, il est partagé. Tu l'as là? Voilà, oui, oui. Et il est affiché pour tout le monde. Ok. Donc, je suis le PowerPoint pour vous donner divers éléments à la fois pratiques et théoriques euh, par rapport à la séance. Comme vous avez observé, on va, à partir de l'espace du patient et l'espace du thérapeute, on va construire un espace commun. Alors évidemment, quand vous êtes au cabinet, l'espace commun, c'est l'espace de la pièce dans laquelle est le patient et le thérapeute. Là, chacun est dans son propre espace. Et que ce qui fait communiquer les deux espaces, c'est évidemment les caméras et les écrans. Donc, il va falloir positionner les caméras et les écrans de telle sorte qu'ils vont devenir facilitateurs de la création d'un espace commun. Maintenant, on va passer à la particularité concernant ces espaces. Quand vous êtes au cabinet, le patient a rentré dans votre espace à vous et à s'ajuster à votre espace. C'est tellement automatique qu'on l'oublie parfois qu'il y a d'abord à rentrer dans un espace qui n'est pas le nôtre. D'ailleurs, pour ritualiser cela, il y a sur certaines plateformes la possibilité de mettre une salle d'attente et que vous pouvez symboliser l'entrée du patient de la salle d'attente dans l'espace commun. Et dans cet espace commun, donc, évidemment, le patient, lui, il va être chez lui, dans un espace propre. Ça a une fonction particulière, c'est qu'on va pouvoir observer comment il s'exprime dans cet espace, elle, comment elle se positionne. Et évidemment, sur un travail de sécurisation, c'est tout à fait essentiel. Donc, ça a un avantage sous cet angle-là, c'est que la personne est dans un univers qui lui est familier, ce qui n'est pas le cas quand il vient au cabinet. Il va falloir aussi donc commencer, et moi ce que je fais, c'est que je commence par poser des questions sur cet espace familier, et évidemment, il va découvrir aussi le thérapeute dans son espace à lui, où évidemment, alors ça ne va pas être la même chose si vous faites vos séances de thérapie par visioconférence à votre cabinet ou si vous le faites chez vous. Si vous le faites chez vous, il va avoir accès à des images qui sont un espace auquel il n'est pas habitué s'il est déjà venu, ou en tout cas qu'à un degré d'intimité. Donc c'est important, vous savez, pour construire, parce que l'espace qu'on va construire va être l'espace de la bulle hypnotique, c'est important de pouvoir avoir les informations sur ce qui peut venir perturber. La différence, évidemment, avec le présentiel, c'est que, sauf circonstances exceptionnelles, votre patient, il ne va pas dire, tiens, il ne va pas tout d'un coup se lever, aller faire un truc et revenir dans votre pièce. Avec l'écran, et ça va être tout le travail, c'est que de l'autre côté, il peut faire autre chose, elle peut se lever, aller faire un tour, puis revenir. Donc, il va falloir cadrer l'espace. Et ce qui est important dedans,
c'est que vous visualisez, je crois que je l'ai là, je vais le mettre tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est que l'écran, allez, les deux écrans, hein, quand je fais l'écran ici, l'écran, c'est en fait l'écran, il représente les deux faces, hein, donc votre écran à vous et l'écran du patient. Et c'est de construire une bulle à l'intérieur duquel est l'écran. La grande idée, et qui est très importante, c'est qu'en fait, cela va amener, dans la construction de la bulle hypnotique, le thérapeute à visualiser l'écran et la caméra à l'intérieur de la bulle et que via la caméra et l'écran, l'écran et la caméra et l'écran vont être des moyens au service de la relation. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ça va nous amener à être dans une position encore plus précise dans notre capacité à projeter à travers l'écran via la caméra nos intentions. Et donc tous nos gestes, la manière dont nous allons questionner, le message de notre voix, notre regard, vont être au service de projeter notre intention au-delà de l'écran, de notre écran. C'est-à-dire que si vous focalisez votre attention sur l'image qui est sur l'écran, vous bloquez. C'est-à-dire que vous restez du côté de votre écran. Ça nécessite de visualiser la personne que vous avez sur l'écran comme si elle est, elle, derrière son écran, et de projeter, vous voyez, de projeter vos messages au-delà de l'écran. Et donc, à ce moment-là, la caméra et l'écran deviennent des véhicules des actes que vous avez posés, des actes qui sont des actes en termes de gestes, et en termes de langage, et en termes de regard. De telle sorte que le contenu de ce que vous allez faire passer va aller toucher le patient au-delà de l'écran. Et dans le travail de focalisation, vous avez pu observer que ça va amener aussi dans l'espace commun le patient, la patiente, dans ce processus d'externalisation dans lequel on va le mettre, à lui ou elle projeter également ce qu'il dit ou ce qu'elle dit au-delà de l'écran. Et ce qui va signifier qu'on est bien dans un dialogue, c'est-à-dire bien en communication hypnotique, c'est quand les messages du patient ou de la patiente les messages qui soient verbaux ou non verbaux, vont venir en retour, traverser l'écran, c'est-à-dire se projeter au-delà de l'écran et venir vous toucher. Et à ce moment-là, ça veut dire que la bulle est installée. Donc, vous voyez, on va voir à travers ça, on va pouvoir observer les mêmes choses qu'au niveau du cabinet en présentiel, c'est-à-dire que quand la personne est dans un monologue, quand elle est dans un langage de parler sûr, la parole, le geste va rester en deçà de l'écran. Et donc, vous allez recevoir un message qui ne va pas venir vous toucher. Et que c'est là où, par contre, vous voyez, il est important le travail d'ajustement, de synchronisation, d'accordage. Ça va être de permettre, comme Chantal l'a décrit quand elle joue à Dominique, parce que dans cette bulle-là, les choses vont se dérouler comme si, à ce moment-là, l'écran, la caméra passent en arrière-plan et deviennent secondaires. Ça ne devient que des moyens au service de la relation. Et plus vous allez être entraîné à entrer dans ce processus-là, plus l'outil technique ne va plus devenir qu'un moyen au service de la relation, et plus vous allez au fur et à mesure percevoir que ça va devenir de moins en moins fatigant, d'ailleurs de plus en plus facile sur le plan énergétique. Parce qu'au départ,
ça demande une attention supérieure et c'est donc fatigant pour nous. D'autant plus qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup prise, c'est que l'écran, projette quand même des ondes. Et comme on passe dans le perceptif, évidemment, l'écran risque d'amener des phénomènes de fatigue. C'est la raison pour laquelle, là aussi, c'est très important, et c'est pour ça que j'ai une caméra qui est dissociée de l'écran. C'est important que vous puissiez jouer avec la distance comme au cabinet, c'est-à-dire vous rapprocher, vous éloigner, et que vous soyez bien attentif aux effets dans votre corps. Je repasse. Donc, tout le message, je le redis, même si la plupart d'entre vous connaissent ça, hein. Donc, nous sommes des êtres vivants de relation et d'esprit. Donc, ça veut dire d'intention, ça veut dire que c'est ça qui doit passer, hein. Vous avez pu observer qu'à la fois, on va faire comme dans la situation en présentiel. Alors, vous pouvez très bien visualiser d'ailleurs, hein, que l'espace commun est entre les deux écrans, hein, où vous créez un espace commun ensemble. Vous pouvez lui-même donner même une forme symbolique, je ne sais pas moi, un jardin, la pièce de votre cabinet, si la personne ne vient pas pour la première fois, elle la connaît. Voilà, une pièce un espace dans lequel on est ensemble. Et dedans, cet espace, comme nous sommes des êtres de communauté de singularité, on va pouvoir travailler sur la triangulation entre le nous, l'être ensemble, les formes de l'être ensemble, et le je et le tu. Et de jouer du semblable et de la différence. Nous sommes des êtres de représentation et d'intériorité. Donc, vous voyez, de représentation, nous projetons les représentations à l'extérieur et les externalisons, et nous intériorisons les liens, et nous pouvons intérioriser les liens à travers l'écran. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer avec mes mains, et c'est la raison pour laquelle, au départ, dans le contact, je vais mettre le contact entre les deux mains à travers la caméra, qui va servir sur le plan mimétique de métaphore, hein, d'analogie, enfin de support à tous les actes que je vais pouvoir faire ensuite. Vous voyez, si je projette, si je mets ma main en contact avec, par exemple, l'épaule de Dominique, eh bien, la personne n'a pas forcément, Dominique n'a pas forcément besoin de voir ma main, les doigts de ma main, le mouvement de mon corps, la projection de l'intention du contact, le mouvement de ma voix vont accompagner de manière telle que quand mes doigts vont toucher son épaule sur l'écran, le contact va se faire. Et bien sûr, vous allez pouvoir le vérifier en demandant, là, quand mes mains et vos épaules sont en contact, qu'est-ce qui vient? Donc, vous observez encore plus, de manière plus importante qu'en présentiel, le mouvement, le rythme, l'accordage, en mobilisant les diverses enveloppes sensorielles, le regard, la voix, la gestuelle, sont encore plus importants. Et alors qu'en présentiel, enfin je veux dire au cabinet, on peut faire le mouvement dans le silence, là, je vais accompagner le mouvement en le décrivant sur un mode verbal. Et ma main va pouvoir s'approcher. Évidemment, vous l'avez compris, on va utiliser, et pour le thérapeute et pour le patient, le langage dissociatif sur le mode d'Erickson. Ma main qui bouge et qui vient dans la direction. Et ça va être encore plus important puisque ça va permettre, par effet mimétique, d'abord vous d'être complètement dans le mouvement et de l'accompagner, et au patient d'halluciner à travers l'écran le mouvement que vous faites, le message que vous faites.
Donc, ça a aussi une caractéristique sur le questionnement. C'est vraiment important que le questionnement, comme certains d'entre vous l'ont appris à travers le narratif ou d'autres, de reformuler en disant « vous me dites que », de reformuler les paroles du patient. Non pas pour singer, mais pour entrer et renvoyer en écho le fait qu'on est bien ensemble dans le même espace. Dominique, vous me dites, ma mère me disait que j'étais un gros sage. Très bien. Quand je vous entends dire, ma mère me disait que j'étais un gros sage, et là, vous pouvez après dire, un gros sage ou un sage gros? Et c'est très important de jouer dans le rythme avec le silence et dans le silence, vous voyez, d'être en mouvement, vous. C'est-à-dire, vous voyez, quand je le dis, je le refais là devant vous. Quand, vous voyez, quand vous me dites, ma mère me disait que j'étais un gros sage, là, je pose le ton de ma voix, silence et là, comme si je vais projeter ce que je dis. Un gros sage ou un sage gros. Et là, j'envoie, vous voyez, le message à travers l'écran. Et bien sûr, vous voyez que l'intensité va permettre de moduler la distance. Comme vous le savez, ce qui va valider qu'on est dans la même bulle, c'est l'accordage des rythmes respiratoires, c'est le fait qu'on rentre dans un dialogue et qu'on quitte le monologue. Le dialogue, c'est je dis quelque chose, ou l'autre me dit quelque chose, j'entends ce qu'il me dit, je prends appui sur ce qu'il me dit et je renvoie quelque chose. L'autre écoute ce que je dis, prend appui sur ce que je dis et me renvoie quelque chose. Là, on est dans le dialogue. Et plus on est dans le dialogue, plus on est accordé sur le lien. Et vous pouvez observer qu'on va surutiliser les questions d'autorisation et de vérification qui vont fonctionner comme du signaling. Vous voyez, ma mère entre en contact, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Toutes ces questions de qu'est-ce qui se passe vont avoir aussi une fonction de vérification sur la présence, l'existence, la stabilité du lien. Et bien sûr, dans la variation de ces expressions, sensations, émotions, comportement, image, pensée. L'intérêt en vidéo par rapport au présentiel, c'est que l'écran suramplifie le non-verbal. En d'autres termes, ça veut dire que ça facilite la lecture du non-verbal parce qu'elle est beaucoup plus mise en scène sur l'écran à travers la caméra. Et donc, de notre côté, elle facilite la lecture, et comme elle facilite la lecture, elle nécessite en retour qu'on prenne véritablement appui sur les messages non-verbaux. Un exemple tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez observé, à un moment, Dominique me dit « je ne sais pas » la question que je lui pose, et elle dit « mais on peut dire je ne sais pas ». Et je dis « portez votre attention sur ce je ne sais pas ». Et la réponse qui vient, elle a tout de suite une modification de rythme respiratoire. Dans sa tête, elle dit « je ne sais pas ». Dans son corps, le corps répond à la question par un changement du rythme respiratoire. À ce titre, vous pouvez observer que l'intérêt aussi de la vidéo, c'est qu'on voit tout de suite, beaucoup plus facilement, quand le patient ou la patiente remonte dans le cognitif. Et c'est très important, évidemment, d'observer la position des yeux et d'observer comment ils bougent par rapport à la caméra. S'ils remontent vers le haut, s'ils sont bien axés, s'ils descendent vers le corps et vers le bas.
voyez, à un moment, par exemple, Dominique, je lui dis, portez votre attention sur votre ventre, et les yeux étaient remontés vers le haut en direction de sa tête. Donc, tout ce travail-là va avoir une fonction de tissage, de rythme, d'accordage. Et vraiment, c'est de vous représenter que cet accordage, il va se mettre en scène à travers l'écran, comme si on est ensemble. Donc, il va prendre une forme d'un soi relationnel, d'une construction, et qui va prendre une forme narrative, et qui, évidemment, va construire un processus de changement. Qui n'est pas un processus de changement dans le sens classique de la thérapie brève, mais qui va être un processus de changement en termes de transformation des formes que vont prendre les liens. Exemple, vous voyez bien que la question, ce n'est pas la relation entre, par exemple, Dominique et sa mère, vous voyez bien qu'elle est toujours présente et qu'elle sera toujours présente. Donc la question, ce n'est pas de changer le lien avec sa mère, c'est de changer la forme que prend le lien avec sa mère, c'est-à-dire de transformer, c'est-à-dire que le lien prend une forme qui permette à Dominique d'agir le processus de séparation et non de dépendance passive. Bien sûr, ça ne se fait pas en une seule séance dans une situation comme celle-là. Et donc, c'est cette construction, et vous voyez, dans la séance avec Dominique, j'ai semé des graines pour qu'on commence à rentrer dans une histoire alternative qui construise une autre temporalité, une autre spécialité entre ce qui vient des souvenirs, ce qui vient des sens et évidemment la projection dans le futur, le projet. Donc, je résume, comme vous avez bien observé. Donc, on va vraiment mettre le cercle intention, action, effet au service du processus. D'accord? Et donc, je répète, l'intention, elle doit être projetée à travers l'écran et au-delà de l'écran pour qu'il y ait des effets chez l'autre. Et donc, toute l'action va être véhiculée, vous voyez, par la caméra et l'écran. C'est-à-dire que c'est comme si ça devient une extension de notre voix, une extension de notre geste, une extension de notre regard. Et que c'est au bout de cette extension. Un peu ceux qui ont fait des arts martiaux connaissent très bien ça. Vous savez, on vous apprend quand vous voulez, comment dirais-je moi, projeter l'effet par rapport vis-à-vis de quelqu'un, ça nécessite que cet effet, vous ayez l'idée qu'elle passe au-delà de la personne. Si vous arrêtez à l'image devant vous, ça n'a aucun effet. À la différence des arts martiaux, c'est qu'on amène dans la situation à mettre le patient ou la patiente en mouvement et à elle aussi rentrer dans cette capacité à projeter les effets. Et vous voyez qu'à ce moment-là, la personne, elle va se déployer dans l'espace et se mettre en mouvement. Voilà, donc toucher, être touché, voilà. Donc c'est touché par le regard. Alors je vais reprendre les enveloppes parce que c'est important. Évidemment, comme a bien témoigné Chantal, le regard les yeux dans les yeux est pas très simple à travers la caméra, et c'est très bien parce que justement c'est celui dont on a le moins besoin. Donc vous voyez qu'on va pouvoir utiliser le regard enveloppant et on l'a tout de suite avec la caméra, d'accord? Puisqu'on voit la personne et on voit le fond, donc on a les mouvements. Et c'est pour ça que la vidéo amplifie le non-verbal. Et si vous mettez en transe sur les mouvements corporels, vous voyez bien que par effet mimétique, c'est plus facile encore d'avoir accès au vécu, à ce qui peut se passer. N'oubliez pas, je le répète pour ceux qui ne savent pas, qu'à partir du moment où on se met en transe d'observation sur les mouvements du corps,
on va pouvoir, par effet mimétique et activation des neurones miroirs, avoir accès aussi aux intentions, en lien avec le mouvement corporel. On va aussi pouvoir jouer avec, c'est pour ça l'intérêt quand la caméra est dissociée de l'écran. Vous voyez, je peux jouer, c'est-à-dire que par exemple, je vais mettre, quand je vais mettre le mouvement oculaire, je vais mettre les mouvements là, mais je peux regarder avec mon regard, il peut se projeter sur l'écran et regarder et observer ce qui se passe. Toute la question, c'est de bien le positionner en triangulation. Mais ce qui est très important sur la technique, c'est de tout le temps accepter que les ajustements vont se faire avec le patient. Et c'est intéressant parce qu'on est confronté ensemble aux problèmes techniques. Donc, c'est vraiment d'avoir dans l'idée de transformer les problèmes techniques en des moments de réaccordage et d'ajustement. Donc, à la limite, c'est bien s'il y a un petit problème de son, un petit problème d'image, un petit problème, comme dit Chantal, ah ben je vois plus vos doigts. Eh bien, on se réajuste et tout ce travail de réajustement est au service du réaccordage. Et n'oubliez pas que ce soit l'accordage ou l'attachement, c'est la confiance dans la permanence du lien, c'est la confiance dans la capacité à s'accorder qui amène, je veux dire, qui est essentiel. Ce n'est pas simplement de s'accorder, c'est que ça amène la confiance dans la capacité à s'accorder. La respiration, hein, avec le rythme et le pacing, hein, et c'est la raison pour laquelle, quand vous positionnez, vous demandez à votre patient d'être bien, d'être à distance suffisante pour que vous voyez au moins le haut du buste et que vous ayez accès au rythme respiratoire. Alors, je vais faire une petite aparté à ce sujet-là. C'est très important, intéressant d'observer comment votre patiente va se positionner par rapport à l'écran. Si elle va se mettre de travers pour pas qu'on la voie, si elle va bien regarder l'écran, si elle va se mettre à distance. Et quand j'ai remarqué que les personnes qui avaient un attachement anxieux ambivalent, c'est-à-dire qui étaient dans la dépendance affective, avaient tendance de coller leur regard, vous voyez, comme ça, et vous voyez plus que leur regard, c'est comme si il fallait que, hop, avec leur regard, ils vous absorbent totalement à travers la caméra. Donc, vous voyez, les mouvements et les ajustements donnent aussi des informations sur la manière dont la personne va accepter, rentrer, s'engager dans le lien avec vous. Donc la voix, vous avez compris, là encore plus, hein, la nécessité de projeter sa voix au-delà de l'écran pour que ça touche, de jouer avec le rythme, l'intensité, les silences. Alors, je vais ajouter un petit quelque chose qui me semble important. Vous voyez, c'est ce qui va illustrer, vous savez, au 19e siècle, Bernheim disait l'hypnose, c'est la suggestion. Ce qui est intéressant avec l'écran, c'est qu'on voit bien la différence. La suggestion est un véhicule. C'est un véhicule pour qu'une action se produise. Mais elle véhicule l'intention pour qu'il y ait des effets. La suggestion en soi, ça n'est qu'un véhicule. C'est-à-dire que la suggestion, c'est comme l'écran et la caméra. En soi, ça sert. Ce n'est pas ce qui va amener les effets. Donc, c'est vraiment fondamental de comprendre que la manière dont vous allez poser les questions, la manière dont vous allez mettre du rythme dans vos questions, va être l'expression de votre intention. Et votre intention, elle doit tout le temps être connectée par rapport à ce que vous percevez en termes expérientiels de ce qui se passe chez le patient, et particulièrement non-verbal. Comme vous avez pu l'observer, dans le travail d'externalisation, ma voix va être projetée dans l'espace entre deux.
Donc, quand vous externalisez, vous visualisez l'espace entre deux, d'accord? Entre votre patient et vous, comme si vous êtes ensemble dans la même pièce. Et je répète, ça peut être un travail que de construire un espace commun, une forme à l'espace commun, et qui peut être très utile. Le toucher. Donc, effectivement, on peut toucher. Donc, on peut toucher l'écran avec la main sur le contact avec les doigts. D'accord? Ce qui est très important, c'est que dès que vous travaillez le toucher, les mouvements doivent être très lents. Et si le patient fait des mouvements rapides, vous allez lui demander de ralentir jusqu'à ce que vous percevez en retour le contact. Vous accompagnez, comme je l'ai dit, le toucher par la voix. Donc, c'est toucher, le toucher gestuel par la voix. Avec les mêmes précautions, est-ce que vous me permettez de... Ma main va venir en contact avec votre épaule. On peut utiliser les mouvements oculaires. Alors, la différence, c'est que vous allez utiliser devant la caméra, ça va être des mouvements qui, chez vous, vont être dans un espace relativement étroit où vous pouvez ralentir ou accélérer. Observez bien. Alors, les mouvements de... En même temps, les mouvements chez le patient ou la patiente, comme vous l'avez observé chez Dominique, vont être beaucoup moins amples. Hein, et parfois vont moins bouger. Mais ça n'a vraiment strictement aucune importance. Ce qui doit vous informer, c'est quand vous faites les mouvements, comme en présentiel, dans l'interaction avec ce qui se passe, votre attention sur les mouvements, sur le corps du patient, les mouvements de votre doigt devant la caméra, comment ça réagit dans votre épaule. Tant que c'est fluide, que les mouvements sont souples, c'est parfaitement OK. S'il y a quelque chose qui bloque, vous réajustez. Soit en changeant de rythme, soit en vous reculant, soit en demandant comment ça se passe, comment la personne reçoit. Donc, questionnez sur l'ajustement des mouvements. Là encore, c'est vraiment important. Le tapping, vous pouvez l'utiliser de la même manière. Vous voyez, je peux par exemple là, je visualise, je vais mettre mes mains et je vais tapoter. Vous voyez, si je visualise, je visualise les épaules par exemple de Chantal et je peux tapoter, je vais dire mes mains tapotent sur vos épaules. Mais quand vous faites ça, vous voyez, vous faites le mouvement et quand vous faites le mouvement, vous vous visualisez vos mains en train de tapoter sur les épaules de Chantal. Là, par exemple, de votre patient, de votre patient. Évidemment, on va pouvoir utiliser le balancement. Évidemment, on peut utiliser l'auto-tapping. Mais si vous utilisez l'auto-tapping, vous faites le tapping. Vous voyez, par exemple, sur les genoux, vous allez faire le tapping sur vos genoux comme le patient fait les tappings sur les genoux. Et donc, à ce moment-là, vous vérifiez dans le mouvement que le mouvement il est bien présent et que la personne est bien engagée dedans. Donc, tout ça, c'est un travail d'ajustement. Et ce travail d'ajustement permet d'amplifier la coopération. Justement parce qu'il projette qu'on est ensemble à s'ajuster dans le même contexte avec les mêmes questions techniques. Eric, est-ce que c'est un bon moment pour faire une petite pause ou tu veux poursuivre quelques minutes? Bon, je finis la dernière diapo et on fait la pause. Très bien. Donc, j'avais rappelé, j'en ai juste deux. Donc, je rappelle le processus d'externalisation-internalisation. L'externalisation, on projette les formes dans l'espace imaginaire, donc dans l'entre-deux. On fait trianguler, hein, c'est-à-dire que c'est comme si ces formes deviennent des personnages, des entités, et on internalise les liens. Ce n'est pas les formes qu'on internalise, c'est les liens aux formes. Voilà. Et donc tout ce travail-là peut parfaitement se faire, comme vous avez vu, par l'écran. Il me manque. Bon, je ne sais pas où elle est, excusez-moi. Donc, dernière chose, et on fait la pause. Donc, je vous rappelle le tableau de bord de la thérapie avec la question de la confiance versus méfiance, et donc la nécessité de travailler la méfiance
pas uniquement par rapport à la relation thérapeute, mais la méfiance aussi par rapport à tout ce qui est la technologie. Et ça doit être, le travail de sécurisation doit se faire en premier. Et vous pouvez témoigner vous aussi que vous n'êtes pas forcément à l'aise, parce que comme ça fait partie aussi des choses qui peuvent aller dans le sens de la confiance. Le deuxième, c'est la question de l'objectif. Le tout premier objectif, vous avez bien compris, c'est l'objectif de la sécurisation et de l'être ensemble. Ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi, et c'est le cas à partir du moment où les gens sont dans un environnement dans lequel on est tous, qui est celui du confinement et lié au coronavirus, c'est important de commencer par questionner la personne sur les effets de la situation par rapport à son vécu dans le présent. Et que ça doit être une porte d'entrée prioritaire dès lors que les effets sont perturbants. Vous voyez, par exemple, Dominique, ça n'est pas venu sur le tapis, mais imaginez que très vite ils disent ah bah ouais, mais mon problème, c'est que depuis que je suis confiné, j'arrête pas de bouffer 4 fois plus et j'ai pris 10 kilos depuis 15 jours. Ben, vous voyez qu'on va travailler directement sur la question des effets du confinement et tout ce qui est lié. Donc, ce n'est pas que le confinement, c'est l'injonction de confinement, l'intention qui est liée avec l'injonction de confinement, comment il vit tout ça, comment on construit tout ça. Et tout ça doit venir sur le devant de la scène. D'accord? Parce que c'est quand on a, je dirais, décontaminé, entre guillemets, les effets de la situation présente qu'on va pouvoir reprendre le déroulement de la thérapie. C'est les effets de contaminement de la situation présente par rapport au processus thérapeutique. Et parfois, ça peut amener, comme vous voyez, probablement chez Dominique, comme c'est fait le déroulement de la séance, ça peut amener justement aujourd'hui à pouvoir activer des portes d'entrée qui n'auraient pas été accessibles autrement. L'engagement. Donc, vous observez qu'évidemment, l'engagement va être amplifié, la question de l'engagement va être amplifiée par la technologie et que ça va nécessiter de travailler en premier tout ce qui va venir faire obstacle à l'engagement, je veux dire, au niveau de la technologie. Et donc là aussi, mettre le couple patient-thérapeute dans la meilleure disposition d'engagement possible dans le processus thérapeutique. Et enfin, la question de la présence, ben oui, ça nécessite de la part du thérapeute qu'il soit encore plus dans une posture de centration et de pleine présence. Et vous voyez que plus le couple patient-thérapeute va être en pleine présence, plus en fait c'est que la bulle hypnotique est présente et plus en fait la circulation du travail et le déroulement du processus va être fluide. Donc, le travail de sécurisation, il est aussi pour vous. Comment je peux m'ajuster? Je peux devenir de plus en plus confortable avec l'outil de telle sorte qu'il passe en arrière-plan et que ça ne soit plus qu'un véhicule. Et comme a fort bien dit Chantal en retour, à l'arrivée, il sort du champ de la conscience. Voilà, je vous propose de faire une pause. Alors, une petite information, on va faire une pause. Comme on avait commencé avec un petit peu de retard, ce qu'on vous propose, c'est de reprendre, on va dire, pour 11 heures. Oui. Comme c'était prévu initialement, mais on va raccourcir un petit peu la pause. Il est 10h40, donc on s'accorde 20 minutes. Petite information, donc sachant qu'on est un peu moins nombreux que prévu, on va pouvoir passer en mode réunion. Frédéric vous a envoyé à chacun, à toutes les personnes présentes, vous a envoyé un nouveau lien. On vous invite à vous connecter à ce nouveau lien à partir de 11 heures ou quelques minutes un petit peu avant pour qu'on puisse commencer à l'heure, de telle sorte que comme ça, chacun pourra, déjà on pourra se voir en vidéo, ce qui est sympa, et puis lorsque ce sera le temps des échanges, des retours d'expérience, eh bien chacun pourra activer à son gré
le micro, voilà, lorsqu'il souhaitera prendre la parole. Donc, ça sera encore un peu plus convivial. Voilà, on vous dit à tout à l'heure et puis vous pouvez vous déconnecter là, de ce webinaire.